base aérienne de Fairford dans le sud de l'Angleterre. Nous sommes le 5 juin 1944. Il est 22h30 et des soldats français embarquent dans 2 appareils de la Royal Air Force. Le débarquement de Normandie doit avoir lieu dans 8 heures. Mais ces 36 intrépides parachutistes vont être les premiers à poser le pied sur le sol de France. Il n'avait qu'un seul but, c'est d'être parachutés les premiers en France occupée. Ces Français appartiennent à une unité d'élite britannique, le SAS, Special Air Service, spécialisé dans les actions commando. Ils vont sauter sur la Bretagne avec une mission incroyable. Bloquer les forces allemandes pour les empêcher à tout prix de rejoindre la Normandie. Dès leur arrivée au sol, ces 36 SAS français vont devoir faire face aux 150 000 soldats du Reich qui occupent la Bretagne. Une véritable mission impossible. Si on avait l'idée qu'on va se faire tuer, on ne partirait jamais. Nous avions une confiance en nous telle. On était des Superman. Qui étaient ces Superman français? Ces héros qui ont multiplié les actions d'éclat pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Pour la première fois depuis 75 ans, des Français du Special Air Service ont accepté de raconter leur histoire extraordinaire et méconnue. Celle des premiers parachutistes commando de notre pays, des hommes engagés pour la France libre. Non, c'est pas du courage, c'est peut-être plutôt de la volonté. Les héros, pour moi, sont ceux qui sont morts. Formés au sabotage, aux embuscades, ils s'entraînent au combat rapproché et même au corps à corps. Ces jeunes, engagés dans l'unité du Special Air Service, ont pratiqué de nouvelles méthodes d'attaque. Ils frappent toujours l'ennemi en plein cœur. Le SAS, il tue sans se faire tuer. Ça paraît un peu cruel, mais c'est logique. Pendant 4 ans, ces soldats de l'ombre ont pris tous les risques. Ils ont infligé de lourdes pertes aux armées du Reich en les harcelant sans relâche à partir du 5 juin 1944. La devise des SAS, Who dares wins, qui ose gagne. Leur méthode, hit and run, frapper et disparaître. C'est en 1941, en Afrique, que va naître l'idée du Special Air Service. À l'époque, toute l'Europe est sous la botte nazie, l'Afrique aussi est occupée. Seuls, depuis leur colonie, les Britanniques et les volontaires des forces françaises libres poursuivent le combat en Afrique du Nord contre l'ennemi allemand. Mais dans ces déserts, les Alliés essuient de lourdes pertes, car ils sont bombardés sans relâche par la puissante aviation du Reich. Alors, le jeune lieutenant britannique David Stirling imagine une nouvelle méthode de combat. Parachuter de nuit de petits groupes d'une dizaine d'hommes surentraînés au milieu des ennemis pour saboter les avions sur les bases allemandes. Test réussi, les premiers résultats sont impressionnants. Le Special Air Service vient de naître. Le lieutenant Stirling cherche donc de nouvelles recrues. Ce sont les parachutistes français libres du capitaine Berger. Ces volontaires ont rejoint le général de Gaulle dès l'automne 1940 à Londres. Ils ont été envoyés en Afrique pour combattre les Allemands. Le jeune marin Jacques Sibard s'est engagé à ce moment-là dans cette unité de Français libres. Il avait 19 ans. Je peux vous dire que nous, les Français, nous étions des frères. Des frères. La peine de l'un était la peine de l'autre. On se connaissait tous par cœur. Des frères.
En intégrant le Special Air Service début 42 avec leurs frères d'armes britanniques, les Français inaugurent un entraînement implacable, inconnu jusque-là. L'entraînement avant. Là, alors morflé, sauter d'une camionnette à 50 miles, sauter en avant, sauter en arrière. On s'est ramassé de ces gamelles extraordinaires. On a fait des marches de 150 km, des marches de 80 km, tous les 2 jours, 50 km, 80 km, 50 km, 80 km. Grâce à cette formation d'élite, ensemble, SAS français et britanniques réalisent des actions d'éclat en Crète, en Libye et en Tunisie. Avec leurs fameuses jeeps du désert, ils surgissent dans les bases allemandes et mitraillent les avions avant de s'enfuir. En quelques nuits, leur petit groupe de 5 à 10 SAS parviennent à détruire des dizaines d'avions allemands. Notre métier, c'était de aller saboter avec nos bombes plastiques, revenir à la base. Ces attaques éclairs forgent la légende des SAS. Ils ont acquis leur lettre de noblesse au combat avec Stirling, le créateur du Special Air Service. Début 43, les Alliés ont repris l'Afrique du Nord. Les SAS français sont renvoyés à Londres. Et donc au moment où ils sont retournés en Grande-Bretagne, mi-43, ils ont été intégrés à l'entraînement britannique spécifique commando, alors qu'ils étaient déjà parachutistes. En Europe, la guerre est loin d'être terminée. Et à Londres, le commandement veut faire des SAS une arme fatale dans le débarquement qui approche. De nouvelles recrues arrivent. Ce sont de jeunes Français de 17 à 30 ans qui ont tout abandonné, études, famille, travail, pour s'engager contre l'ennemi nazi. Pour intégrer les SAS, ces jeunes vont subir une sélection impitoyable. L'entraînement s'est perfectionné depuis l'Afrique, il est encore plus rude. Avec d'abord la formation parachutiste. Les premiers sauts en parachute se font du haut d'un ballon dirigeable avec une nacelle percée au milieu. Le tout amarré au sol à un camion. Les apprentis SAS n'emmènent pas large. Et là, nous sommes montés dans un silence de mort. C'est extraordinaire, ce silence. Je devais être moins pâle que les 4 autres. Alors, on m'a mis 5e. C'est-à-dire que j'étais tout seul, assis au bord du trou, les jambes pendantes dans le vide, à 300 mètres de hauteur. Et il fallait sauter, suivant le rituel, Action Station, go. Le camion qui était en bas sur un terrain qui n'avait rien d'une plateforme bien plane, le camion avait des soubresauts, lesquels soubresauts se répercutaient par le câble et la nacelle. Alors on était en haut dans la nacelle accrochée. Le parachute met beaucoup plus de temps à s'ouvrir d'un ballon qu'un avion. Sauf que la chute est très longue. Enfin, elle dure 3 secondes, je dirais. Mais c'est 3 secondes qui paraissent longues, la première fois. Le saut de la peur, ça a été le saut de ballon de nuit. Le saut de nuit est le plus dangereux à cause de l'atterrissage dans le noir. Mais il est indispensable pour obtenir le brevet parachutiste. Après les sauts, c'est la formation commando. C'est la première fois qu'un régiment impose des épreuves aussi implacables à ceux qui veulent y être admis. Les SAS doivent être performants dans toutes les disciplines. À 17 ans, Achille Müller a fui sa Moselle natale annexée au Reich. Il a traversé la France et l'Espagne pour rejoindre la Grande-Bretagne et combattre. Par section ou par stick, on avait la mission de rejoindre un point à l'autre et on nous donnait un délai. Un délai qui était toujours extrêmement court. Et il fallait y arriver. Même lorsqu'on avait l'impression que nos poumons allaient exploser. Parce que la seule punition possible pour nous, c'était d'être éliminés. On voulait tous y arriver. On voulait tous débarquer. Né en Algérie, Octave Bernot ne connaissait pas la terre de France. Mais à 18 ans, lui aussi rejoint l'entraînement des parachutistes. Mais c'était un peu de l'émulation, vous savez, des copains. Je cale pas si tu cales pas. Et c'est là qu'est née la véritable camaraderie, je crois, entre paras.
Seuls les meilleurs intègrent le Special Air Service, car les Britanniques misent énormément sur ces troupes d'élite dans la guerre contre les nazis. Et les dirigeants du pays les soutiennent, en particulier le Premier ministre Winston Churchill, mais aussi le roi George VI et son épouse, la reine Elisabeth. Désormais, les SAS forment la première brigade de forces spéciales composée de 5 régiments, 2 Britanniques, 2 Français et 1 Belge. Au total, près de 3000 hommes. Et chaque SAS doit être une bête de guerre. Chacun avait un colt, une dague, et ces dagues, ça ne coupait pas les pommes de terre, hein. C'était vraiment pour tuer. Un couteau de tranchée qui, lui, alors faisait n'importe quoi. Il ouvre aussi bien une boîte de conserve que pour couper, éventuellement trancher une gorge, ce que nous a appris aussi. Ça ne nous étonnait pas. Bon, l'ennemi est l'ennemi. Chez les SAS, chaque homme est utilisé au mieux de ses compétences. Le Basque Victor Ituria, champion de pelote, se transforme en as du lancer de grenades. Même à 70 mètres, il ne rate jamais sa cible. Philippe Accard, lui, a étudié à l'école d'ingénieurs des mines. Il a mis à l'abri sa femme et ses 2 enfants pour rejoindre l'Angleterre et il devient un expert en explosifs. Nommé instructeur, son cours en avril 1944 a même été filmé. Alors j'ai hérité, non pas d'un stick comme tous les autres officiers, mais de 2 sticks qui formaient la section sabotage. En anglais, c'était la Royal Engineering Section. Comme je parlais anglais couramment parce que l'archive, c'est moi qui ai fait tous les stages techniques imposés par les Britanniques. C'était passionnant. En pratique, je me suis fait exploser du plastique trop près de mes oreilles pendant 18 mois. Ce qui m'a fusillé mes oreilles. Les instructeurs ne cherchent pas des soldats traditionnels qui attendent les ordres, mais des hommes d'exception, autonomes, capables de prendre des décisions dans n'importe quelle situation. Ils faisaient leur instruction à leur manière, qui consistait à former des hommes aptes à tout, sans nécessairement obéir, vous faites ça ou ça, mais qui avaient le choix. Leur leitmotiv, c'était le sas, il tue sans se faire tuer. Ça paraît un peu cruel, mais c'est logique. Et les Britanniques équipent les SAS de matériel nouveau. De l'armement, mais aussi des jeeps, celles du désert, très efficaces 2 ans plus tôt contre les avions allemands en Libye. La Jeep SAS est dépouillée de tout ce qui freine le combat. Le pare-brise est supprimé car il gêne les tirs. Pour libérer l'arrière, la roue de secours passe sur le capot. Phares et feux sont masqués car les SAS roulent de nuit, tout feu éteint pour surprendre l'ennemi. D'abord allégée, la Jeep est ensuite puissamment armée, avec des mitrailleuses Vickers prises sur des avions britanniques. Double Vickers à l'avant, simple ou le plus souvent double à l'arrière, ces mitrailleuses légères permettent de tirer même en roulant. Les SAS ne sont pas seulement de redoutables combattants bien armés, ils sont aussi formés au renseignement et au secret. C'était vraiment des forces spéciales, avec en plus le culte du secret, le culte de la discrétion, et surtout un culte à ne rien écrire, à ne rien noter quand on était en opération, en cas de justement d'arrestation. Devenus des soldats d'élite, les SAS français sont impatients de libérer leur pays et l'Europe. Au mois de mai, on sentait que ça y est, on était prêts. Et le sac de plus en plus lourd, les manœuvres de plus en plus longues, vraiment nous avaient transformés en d'autres personnages. Les SAS français veulent débarquer. Le 22 avril 1944, le général Montgomery, qui dirige les troupes terrestres alliées, vient les saluer. Je vois encore Montgomery monter sur le podium et dire « Rompez les rangs et venez autour de moi pour que vous me voyiez mieux ». Et il nous a dit le débarquement va avoir lieu, sans dire la date, bien sûr. Et 75% d'entre vous ne retrouveront pas leur village. Autrement dit, il faisait des statistiques
de prévision de mort. Après, on s'est dit, qu'est-ce qu'il va chercher avec 75%? Mais ces prévisions d'apocalypse n'arrêtent pas les SAS. Jamais, jamais je n'ai pensé que j'allais tout tuer. On nous avait tellement gonflé que même si le parachute n'était pas ouvert, on aurait cru qu'il était ouvert. Et ces Français déterminés vont obtenir gain de cause. Ils vont débarquer les premiers sur leur terre natale, dans le plus grand secret. Il aurait été inconcevable de louper le débarquement pour ces combattants-là qui se sont engagés la plupart pour ça. Et ils n'avaient qu'un seul but, c'est d'être parachutés les premiers en France occupée. Et c'est ainsi que le 5 juin 1944, 8 heures avant le débarquement allié, les premiers parachutistes français décollent de la base de Fairford, dans le sud de l'Angleterre. Direction la France. Cela fait plus de 3 ans qu'ils attendent ce moment, libérer leur pays. Ils ont tout donné pour cela, et pour être les premiers. Un peu avant minuit, ces 36 Français du Special Air Service sautent sur la Bretagne. C'était ça le propre des SAS. Nous sautions ou nous étions largués derrière les lignes allemandes, parmi les Allemands. Leur mission, bloquer les 150 000 Allemands de la région pour les empêcher de rejoindre la Normandie lorsque le débarquement aura commencé. Nom de code de cette opération, Sam West pour le parachutage de Bretagne Nord, Dingson pour le Sud. C'est là que le lieutenant Pierre Marienne et ses 8 hommes sont les premiers au sol. Mais un problème surgit. Dans le parachutage, une malle pleine d'argent a été perdue. Elle est essentielle pour financer l'opération. Alors, Marienne part à sa recherche avec 4 hommes. Il laisse le caporal Bouettard avec les 3 opérateurs radio pour surveiller le matériel. Émile Bouettard était un homme respecté par ses compagnons d'armes. On l'appelait le vieux, parce qu'il avait 10 ans de plus que nous. Il le savait, mais ça ne le dérangeait pas du tout. Et nous l'aimions beaucoup. Si vous savez vous faire aimer de vos hommes, ils vous suivront jusqu'en enfer. Et la guerre, c'est toujours l'enfer. Et Émile Bouettard va connaître l'enfer. Le groupe n'a pas été parachuté dans la zone prévue, mais à 2 km au nord, près d'un moulin occupé par les Allemands et qui sert de tour de guet. Le caporal et ses hommes sont repérés et attaqués. Et donc les Allemands sont tombés dessus. Le caporal Bouettard a voulu protéger les radios, qui étaient un peu moins armés que les autres SAS. Ça s'en suivi donc un premier combat. Émile Bouettard et ses hommes se défendent farouchement, mais le combat est inégal. Les assaillants sont plus d'une centaine. Les 4 SAS résistent pendant 20 minutes, jusqu'à l'épuisement de leurs munitions. Alerté par la fusillade, le lieutenant Marienne revient avec le reste de ses hommes. Mais il comprend qu'il ne peut rien faire, et sa mission doit passer avant tout. Le lieutenant Marienne et le reste du SIC se sont exfiltrés vers le sud. Ils ont vu l'encerclement arriver. Et au moment où le caporal Bouettard a vu que c'était fini, il s'est levé pour détruire les postes radio. Et c'est à ce moment-là qu'il a été blessé gravement d'une rafale. Il a été achevé par les Russes blancs qui faisaient partie de ces troupes-là, engagés dans l'armée allemande, quelques minutes plus tard. C'est le premier mort français du débarquement. Le corps du caporal Bouettard et les 3 radioprisonniers sont emmenés. Émile Bouettard sera enterré 2 jours plus tard par les Allemands. Et malgré l'interdiction, des Bretons viendront lui rendre hommage. De son côté, le lieutenant Marienne doit absolument retrouver le groupe du lieutenant Desplantes, parachuté en même temps que lui. Mais les Allemands sont partout. Les SAS vont mettre plus de 36 heures à se retrouver. Pendant ce temps, ce 6 juin 1944, à 6h32 du matin en Normandie, le débarquement allié commence.
Avec l'opération Overlord, c'est 9500 avions, près de 7000 navires, 150 000 hommes qui déferlent sur les côtes françaises. Une armada inédite dans l'histoire du monde. Mais les Allemands résistent et leur riposte est terrible. Sur les plages, les soldats alliés tombent par milliers. Alors que les combats font rage en Normandie, plus au sud, en Bretagne, les parachutistes SAS des groupes Marianne et des Plantes se retrouvent enfin dans une ferme grâce à des résistants en fin de journée, le 7 juin 1944. Ils sont conduits au maquis de Saint-Marcel, où sont rassemblés les FFI, Forces françaises de l'intérieur, et leur chef, le colonel Maurice. Le lieu est immense, idéal pour les parachutages, mais aussi pour se cacher. 8 hectares de forêt, des clairières, de la lande et quelques fermes isolées qui servent de refuge. Sur place, les SAS ont une bonne surprise. La résistance bretonne est plus importante que prévu. Déjà plus de 500 résistants sont là, prêts à en découdre. Les SAS vont pouvoir passer à l'action. Leur mission première, c'est d'empêcher les Allemands de Bretagne de gagner en masse la Normandie. Mais pour cela, il leur faut recevoir très vite des armes et des munitions. Le 7 juin soir, les SAS, avec leur radio, ont pu rendre compte au commandement britannique de la brigade SAS qu'ici à Saint-Marcel, il y avait tout ce qu'il fallait pour accumuler les résistants, accumuler l'armement, les armer et les instruire en vue de la guérilla à venir. Ce qui a donc déclenché le parachutage de pratiquement le reste du bataillon. Quelques heures après cet appel à Londres, les premières armes sont larguées sur Saint-Marcel, mais aussi des hommes. C'est l'opération Cooner Parties. 58 nouveaux SAS sautent sur la Bretagne. Pour empêcher les Allemands de rejoindre la Normandie, les parachutistes français vont multiplier les embuscades et les sabotages. Leur cible, les voies ferrées. Les dépôts de carburant et les réseaux électriques et téléphoniques. J'ose pas dire que c'était un jeu, mais vous ne pouvez pas vous imaginer faire sauter des pylônes électriques en pleine nuit. Ça fait un court-circuit qui est éblouissant, qui court sur des kilomètres. On aurait battu des mains. On avait 19 ans. Le principal fonds de commerce des SAS, c'était les équipes de sabotage qui avaient pour devise hit and run, frappe et cours, c'est-à-dire saboter, faire péter la voie ferrée pour laquelle il y avait un objectif, de s'en aller, de récupérer du matériel à la base et de repartir au combat à resaboter. Cette méthode de combat des SAS est révolutionnaire pour l'époque. Ils agissent par petits groupes de 3 à 5 hommes, rapides, mobiles, insaisissables. Un groupe de 4, ça se cache dans un buisson. Et en changeant de place pratiquement tous les jours, on était pratiquement introuvables. Vraiment, on était fait pour ça, le véritable SAS. L'opération Cooner Parties est un succès. Les explosions embrasent la Bretagne. En moins de 4 jours, une centaine de SAS aidés des maquisards ont déstabilisé 150 000 Allemands. Fort de cette prouesse, le commandement décide d'intensifier les combats. De nouveaux SAS sont parachutés. En quelques jours, les commandos seront près de 400 et vont porter des coups de plus en plus rudes à l'ennemi. On nous avait tellement bourré le crâne que nous étions les plus beaux, les plus forts, les plus grands. On croyait en nous et on avait peur de rien. À Londres, un homme suit les opérations de très près. C'est le commandant Pierre Bourgoin. Une légende. Chef du 4e régiment français des SAS, l'homme a perdu un bras en opération en Tunisie. Il est adulé par ses soldats. C'est une figure au sein des SAS, puisqu'il a lui-même été
commando en Afrique du Nord. Et il en a perdu un bras lors d'une action commando. Donc c'est une forte tête, un chef charismatique qui est vraiment adoré de ses hommes. Bourgoin est impatient de rejoindre ses troupes. Alors, malgré son bras en moins, il quitte Londres pour Saint-Marcel dans la nuit du 10 au 11 juin 1944. Et son arrivée ne passe pas inaperçue. Il descend du ciel avec un parachute bleu, blanc, rouge offert par les Anglais. Avec ses lieutenants Marienne et Desplantes, le commandant Bourgoin s'installe au quartier général des FFI. Les succès des SAS se répandent comme une traînée de poudre et enthousiasment toute la Bretagne. Des centaines de maquisards affluent vers Saint-Marcel. Et pour armer tous ces hommes, chaque nuit, des conteneurs sont parachutés d'Angleterre par dizaines, avec des munitions, des vivres, de l'argent et même des vêtements pour créer les uniformes des FFI. On a eu plusieurs centaines de conteneurs qui ont été largués. Donc dès que la nouvelle s'est répandue, beaucoup de maquisards se sont réunis à ce lieu précis qui était le lieu originel prévu. Et donc ça a effectivement attiré beaucoup de monde. Une semaine après le débarquement, les maquisards sont plus de 2500. Les SAS attaquent la deuxième partie de leur mission, structurer la résistance bretonne, nombreuse mais peu entraînée et mal équipée. Les parachutistes commencent par entraîner les maquisards au maniement des armes. Mitraillettes Sten britanniques, pistolets, carabines américaines, mais aussi grenades et explosifs. Entre SAS et résistants, le courant passe. Comme le raconte cet historien proche d'une famille de maquisards de Saint-Marcel. Les parachutistes, quand ils sont arrivés dans les maquis, la plupart du temps, ça s'est bien passé parce que les maquisards les voyaient comme des super soldats, entre guillemets, qui étaient extrêmement différents de l'armée française de 1940 parce que ces parachutistes portaient l'uniforme des parachutistes britanniques, qui était très moderne pour l'époque, avec des vestes de combat camouflées, avec des armes quasiment à volonté, alors que les maquisards, eux, jusqu'à l'été 44, étaient quasiment dépourvus d'armes. Formés en 2-3 jours, les maquisards participent aux opérations des SAS. La force de frappe du maquis de Saint-Marcel est décuplée. Les sabotages sont de plus en plus nombreux. Spécialistes des explosifs, les SAS sont capables de programmer des plastiquages jusqu'à 24 heures après la mise à feu. Les mèches et les crayons d'allumage ont été perfectionnés par les Anglais. Les SAS impressionnent par leur matériel d'avant-garde. Leurs chefs sont tous dotés du fameux Patchet, un nouveau pistolet mitrailleur ultra moderne. C'est une arme qui a été produite à environ 120 exemplaires qui ont été distribués pour essai, notamment aux parachutistes français, à l'été 44. En fait, on voit que quand la crosse est repliée, elle est extrêmement compacte, cette arme, ce qui permettait de la cacher facilement. C'est également très pratique parce que le chargeur utilisé est le chargeur de la Sten. Cette arme sera donc utilisée jusque dans les années 80 par l'armée anglaise sous le nom de Sterling. En quelques jours, le prestige et les actions des parachutistes français attirent une véritable foule. Le 17 juin 1944, Saint-Marcel compte près de 3000 personnes. Les combattants d'abord, mais aussi des jeunes filles de la région qui servent d'agents de liaison pour porter les messages entre les différents maquis. S'y ajoutent les habitants du voisinage qui ravitaillent le camp, mais aussi des curieux qui veulent voir de près les fameux SAS français, ces héros venus du ciel pour les libérer. Ici, dès les premiers parachutages, la population locale venait en masse assister au parachutage de nuit, à la fois pour y assister et à la fois pour aider justement à remettre les conteneurs en place, à décharger les conteneurs, les amener par charrette dans les différents dépôts. Mais effectivement, il y avait femmes, enfants, vieillards et résistants et combattants. Une foule qui n'échappe pas aux observateurs allemands. Les Allemands se sont bien gardés d'intervenir alors qu'ils se doutaient bien de tout ce qui se passait ici, de par les parachutages nombreux. On a parachuté ici une certaine nuit, plus de 700 conteneurs. Donc ça fait quand même quelques avions qui passent au ras du sol.
Si les Allemands n'interviennent pas, c'est qu'ils ignorent que ce maquis cache près de 300 parachutistes d'élite. Mais le commandant Bourgoin s'inquiète. Il redoute que le gigantesque rassemblement de Saint-Marcel devienne une cible pour les Allemands. D'autant que les SAS et les FFI ont déjà été attaqués quelques jours plus tôt à 120 km de là, sur leur base de Sam-Ouest au nord. Ils ont réussi à échapper aux soldats du Reich en se dispersant dans les forêts alentours. C'est une première alerte. Pour Bourgoin, garder plus de 3000 hommes à Saint-Marcel devient trop périlleux. Le commandant SAS est assez inquiet et le commandant de la brigade SAS en Grande-Bretagne est très inquiet. Et effectivement, au bout d'un moment, vu l'énormité des effectifs rassemblés, des conteneurs balancés, arrive l'ordre de tout de suite fragmenter ce gros maquis en plusieurs maquis et vraiment de disperser le maquis de Saint-Marcel. Ça commence à devenir dangereux pour tout le monde. Le commandant Bourgoin et le chef des FFI, le colonel Maurice, préparent l'évacuation de Saint-Marcel, mais ils vont être pris de court. Le 18 juin à l'aube, les Allemands surgissent. Une patrouille de reconnaissance de Feldgendarmerie avec deux voitures de traction se font tout de suite attraper en embuscade. Donc il y a une voiture détruite, une deuxième endommagée et des 8 occupants, donc il y en a un qui réussira à s'évader pour donner l'alerte. 2 heures plus tard, les premiers renforts allemands sont aux portes de Saint-Marcel avec 2 camions. Le camp est attaqué de manière successive à partir de 9h30, 10h. Les Allemands tuent d'abord les FFI des postes de guet. Riposte immédiate des SAS et des maquisards qui parviennent à les repousser. Face à cette résistance inattendue, les Allemands renforcent leurs troupes. 1 heure plus tard, 400 fantassins équipés de mortiers mènent l'offensive. SAS et FFI résistent, de nombreux Allemands sont tués. Ce qui va surprendre les Allemands, c'est le côté résistance, le côté résistance au combat. Il y a du dur, il y a du lourd en face, qui vont se rendre compte qu'ils sont encadrés par des parachutistes alliés. Alors les Allemands lancent un 3e assaut vers midi, avec leurs redoutables troupes parachutistes. Au cœur du maquis, le commandant Bourgoin appelle l'état-major à Londres pour demander une intervention aérienne en urgence, car les positions deviennent difficiles à tenir. Le lieutenant Marienne, lui, court sur tous les fronts. Malgré une blessure à la tête, il encourage ses hommes, SAS et maquisards. Trois heures après l'appel du commandant Bourgoin, les bombardiers américains entrent en action et frappent les Allemands. En dépit de pertes importantes, les Allemands repartent à l'attaque. En fin d'après-midi, des centaines de soldats et des automitrailleuses tentent de percer les défenses du maquis, cette fois par le sud. Certains postes de résistance sont débordés. Les SAS se battent à la grenade, mais les renforts allemands arrivent toujours plus nombreux et lourdement armés. En début de soirée, les Allemands reculent enfin, car ils subissent de terribles pertes. Après plus de 12 heures de combats acharnés, SAS et maquisards ont réussi à résister. Mais le commandant Bourgoin et le colonel Maurice savent qu'ils ne pourront pas tenir face à un nouvel assaut. Ils profitent de la nuit pour évacuer le camp le plus discrètement possible. Près de 3300 FFI et SAS réussissent à s'échapper sans éveiller les soupçons de l'ennemi. Le camp est évacué en bon ordre dans la soirée, jusque dans la nuit, via toutes les charrettes à bras qu'on avait et surtout les camions, puisqu'il y avait une certaine grosse organisation de camions qui ont pu emporter une masse assez importante d'armes et de munitions pour réaliser des caches d'armes dans tout le Morbihan. Et tout ce qui n'a pas pu être emmené a été explosé le soir même. En cette journée du 18 juin 1944, en résistant aux assauts d'Allemands beaucoup plus nombreux et mieux armés, SAS et maquisards ont accompli un exploit. C'est bien le seul maquis de la résistance qui a réussi à résister à un assaut et à en survivre. SAS et FFI ont survécu, mais au prix de 28 morts, dont 6 parachutistes et 60 blessés.
Côté allemand, on estime que plus de 200 soldats ont été tués. Un affront que le Reich ne peut pas supporter. Dès le lendemain, 19 juin, c'est l'heure des représailles, cette fois contre les civils. Les Allemands multiplient les interrogatoires, terrorisent la population, arrêtent des dizaines de personnes. Plus de 40 hommes sont exécutés, mais aussi des femmes, et même des enfants et des vieillards. Des fermes et des maisons sont pillées et brûlées. Le bourg de Saint-Marcel est quasiment détruit. Pendant ce temps, SAS et résistants se dispersent et se cachent dans la région. Pour le commandant Bourgoin, le regroupement dans une même base a duré beaucoup trop longtemps. Avec les maquisards bretons, ces hommes doivent maintenant renouer avec les actions commando par petits groupes. Le fameux hit and run des SAS, frapper et fuir. Mais depuis qu'ils ont évacué le maquis, le danger est partout. Les Allemands ont compris qu'ils ont affaire aux SAS et ils veulent les éliminer par tous les moyens. Et donc après, une chasse à l'homme systématique envers ces parachutistes SAS qui avaient été maintenant identifiés par les Allemands comme des troupes aguerries et des troupes dangereuses pour la sécurité des Allemands en Bretagne. Pour les Allemands, l'ennemi public numéro 1, c'est le commandant Bourgoin qui dirige les SAS. Lui était donc forcément repérable, puisqu'il était manchot. D'ailleurs, à cette période-là, je crois qu'on a arrêté tous les manchots de Bretagne pour vérifier que ce n'était pas Bourgoin. En dépit du danger, les SAS reprennent leurs actions de sabotage. Ils s'éparpillent par petits groupes dans un vaste territoire appelé zone grog et multiplient les plastiquages dans toute la région. Pour échapper aux Allemands, SAS et FFI changent de cache quasiment chaque jour et dorment dans les forêts. Le lieutenant Marienne, promu capitaine, fait partie des hommes à abattre. Les Allemands savaient que c'était le lieutenant Marienne qui était responsable de toute la partie Special Air Service, France Libre, le parachutiste qui organisait la résistance. Donc leur but premier, c'était de faire une chasse à l'homme terrible auprès de Marienne. Marienne est un officier modèle, admiré par ses hommes. C'était un homme extrêmement minutieux, qui avait le sens de non seulement ses responsabilités, mais de ménager les hommes. D'ailleurs, à Saint-Marcel, il s'est distingué en étant devant ces hommes contre des Allemands qui les attaquaient. Il était toujours en première ligne. Mais le 11 juillet 1944, le capitaine Marienne, avec son détachement de SAS et de FFI, se réfugie dans une grange du hameau de Keruel. A priori, l'endroit est sûr, mais des agents français qui travaillent pour le contre-espionnage allemand sont sur leurs traces. Des gens bretons, français, dirigés par un dénommé Zeller, et qui avait trouvé une tenue de sas sur un homme mort et qu'il avait mis lui-même. Et donc il se présentait au fur et à mesure dans la campagne auprès de partisans, de patriotes. Et donc de fil en aiguille, ils ont réussi à loger Marienne et à retrouver son campement. Ce Zeller a fait sortir le capitaine Marienne avec les hommes qui couchaient là-dedans. Il leur a fait tourner le dos et ils les ont abattus en leur tirant dans le dos. Ça nous a vraiment meurtris. D'autant plus que c'était des Français qui les avaient assassinés. Le capitaine Marienne, 6 parachutistes, 8 FFI et 3 habitants tombent sous les balles. Après leur crime, les miliciens posent fièrement devant leurs victimes. Une photo qui va sceller leur perte, car les SAS les retrouveront un par un. Ils ont tous été éliminés, sauf un qui, paraît-il, mais je n'en ai pas la preuve, leur aurait échappé et qui a eu la très mauvaise idée, après la guerre, de s'engager à la Légion.
Et comme la Légion fait une enquête pour chaque engagé, ils ont trouvé ce que c'était et il a été fusillé. L'assassinat de Marienne et de ses hommes est une lourde perte pour les SAS. Cela fait plus d'un mois qu'ils sont seuls face à des dizaines de milliers d'Allemands et le combat devient de plus en plus difficile. Les Américains qui auraient dû rallier la Bretagne début juillet ne sont toujours pas là. Alors à Londres, l'état-major SAS décide d'envoyer des renforts en hommes et en véhicules. Dans la nuit du 4 au 5 août 1944, 4 jeeps sont parachutés sur la Bretagne. Le lendemain, 10 autres sont transportés par planeurs. À bord, assis dans leur jeep, en cette nuit du 5 août, les hommes sont impatients de se poser, comme Achille Muller, conducteur de jeep et ses équipiers. Arrivé sur le sol, premier réflexe, j'ai sauté de la jeep et j'ai embrassé la terre de France. Je me rappelle que Baudelaire m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Ben, je dis « J'embrasse la terre de France ». Et nous sommes remontés en jeep et c'est là que je lui ai dit « Attention, il y a des Allemands pas loin d'ici, sur la route, vous voyez le feu, ce sont des fermes qui brûlent, là c'était un peu caché par les arbres, mais on voyait quand même qu'il y avait une lumière derrière, il faudra se dépêcher de partir avant qu'ils n'ouvrent le feu. » Pour les SAS, les jeeps sont de véritables armes de guerre. Depuis leur raid en Libye contre les bases allemandes, elles leur permettent de se déplacer plus vite, de couvrir un territoire plus vaste et d'attaquer les patrouilles allemandes par surprise. Comme ils le font toujours, les SAS ont transformé leur matériel pour l'adapter à la bataille. Ce qui compte, c'est l'armement, avec d'abord leurs puissantes mitrailleuses Vickers, à l'avant et à l'arrière. Enfin, partout où reste de la place, ils entassent leur stock de munitions, de l'eau et des vivres. Toutes les jeeps portent un nom comme la Vengeuse d'Achille Muller. Avec un tel armement, les SAS peuvent tirer dans toutes les directions, même en roulant, ce qu'ils appellent leur bulle de protection. Les parachutistes multiplient les actes de bravoure comme Achille Muller et ses équipiers. Tout d'un coup, on tombe devant un camion allemand. Alors, je vois tout de suite un groupe de combat qui sort du camion, qui se met au bord du fossé et qui nous met en joue. Alors moi, j'ai pris les devants et je lui ai dit, nous sommes les véhicules qui précèdent un convoi de chars américains. J'ai inventé un mensonge vite fait. Mais ce brave homme a dit non, non, nein, nein, zurück, zurück. Bon, j'ai essayé de le convaincre et à ce moment-là, le bonhomme dit Feuer, ce qui veut dire feu. Aussitôt, Achille Muller envoie le petit coup de pied complice à son mitrailleur avant. Et lui, bonne réaction, ces deux mitrailleuses sont mises à cracher. Le groupe de combat a basculé dans le fossé, mais le capitaine en question, à ce moment-là, s'est mis à fuir. Alors moi, j'ai pris ma carabine, j'ai sauté de la jeep et je l'ai poursuivi. Et je lui ai crié Halt oder ich schieße, arrêtez ou je tire. Ce qui est un ordre normal. Il s'est effectivement arrêté. Il m'a visé de son pistolet, il a tiré 2 fois. Il devait être assez énervé ou un mauvais tireur. Il m'a loupé. Alors moi, évidemment, j'ai répondu avec ma carabine de 2 balles et il est tombé. Combien de soldats allemands les SAS ont-ils tués? La question demeure pour chaque parachutiste, comme Octave Bernot. Je ne sais pas si j'ai tué beaucoup d'Allemands. J'ai fait des sabotages, oui, de coupures de voies ferrées, des pylônes à haute tension. Je vous dis, c'était presque un jeu. Tuer pour tuer, ça ne nous venait pas à l'esprit. On faisait la guerre, mais on n'était pas des assassins. Et Octave Bernot se souvient d'une opération qui a marqué son groupe une nuit d'août 44. Le premier qui part en embuscade avec son stick, c'est Murati. Dans la nuit, il mitraille une auto allemande. L'auto va dans les fossés. Le conducteur et l'officier qui était à côté sont tués. Quand il arrive à l'auto,
de la banquette arrière, il y a un gars qui se lève et puis qui crie « Camarade, moi polonais, camarade, moi polonais ». Muratti, bien ennuyé, dit « Qu'est-ce que je vais faire? Le tuer comme ça ?» Il n'a pas pu, il ne l'a pas fait. Les SAS décident donc de ramener le prisonnier au camp. Mais leur capitaine, furieux, leur rappelle les consignes. Tu sais qu'on ne peut pas faire prisonnier, prends ton pétard, va dans le champ hors de la ferme et tue-le. On voit Muratti et le Polonais sortir et rien ne se passe. Un petit moment après, le Polonais revient, toujours main en l'air, Muratti avec le pistolet à la main, et dit « Mon capitaine, je ne peux pas le faire ». Alors Gervais, notre chef de stick, dit « Passe-moi ton pétard ». Et ils sortent, et 5 minutes après, ils reviennent, « Mon capitaine, je ne peux pas le faire ». Et Fournier nous dit « Puisque vous ne pouvez pas le faire, eh bien vous n'avez qu'à le garder ». Et ce Polonais-là, il est resté avec nous jusqu'à ce qu'on aille en Champagne. Puis en Champagne, après la campagne de France, il est parti en Angleterre rejoindre une armée polonaise, quoi. Début août 1944, les Américains arrivent enfin en Bretagne. Les SAS et les maquisards ont tenu pendant 2 mois. À eux seuls, ils ont réussi à déstabiliser 150 000 Allemands. GIs et SAS se répartissent maintenant le travail. Les Américains avancent sur les grands axes. Les SAS libèrent les villes. Le 8 août 1944, le commandant Bourgoin sort de l'ombre. Le manchot charismatique qui a réussi à échapper aux Allemands entre dans Vannes. Achille Muller est au volant. Ils reçoivent un accueil triomphal. Le travail des SAS a fait le tour de la Bretagne de bouche à oreille. Tous les Bretons savaient qui nous étions, oui. Les villes à peine reprises, les SAS laissent le terrain aux maquisards et poursuivent leur route. Octave Bernot, lui, a participé à la libération de Cholet. Dans la nuit du 30 au 31 août, on est rentré dans Cholet sans coup férir, en ramassant les Allemands qui traînaient encore. À la fin de la journée, il y avait quand même une centaine de prisonniers. Les prisonniers sont remis au FFI. Les SAS, eux, continuent leur progression tout au long de la Loire, vers le centre de la France, jusqu'en Bourgogne. Leur mission, bloquer les Allemands qui refluent du sud de la France vers l'Allemagne, les empêcher de se regrouper et de mener une contre-offensive. Alors, les SAS poursuivent sabotage et embuscade. Vous faites sauter la voie ferrée Vichy-Chagny pour que les Allemands ne puissent plus s'en aller par là, puis les routes aussi, si vous pouvez. Débrouillez-vous. C'est tout ce que j'ai reçu comme commandement. Alors, j'ai organisé mon affaire, j'ai monté une entreprise de coupure de voie. Et ça a très bien marché. Philippe Accart, comme tous les SAS, décide lui-même de ses moyens d'action. Pour être officier SAS, il faut être cadre supérieur. Parce qu'il faut prendre des décisions difficiles sans avoir d'appui nulle part. De mi-juillet à septembre 1944, plus de 900 SAS des 2 bataillons français combattent de l'Atlantique à la région lyonnaise. Avec leurs camarades SAS belges et britanniques, ils facilitent la progression des troupes alliées. Face à leur combativité, les Allemands préfèrent prendre la fuite. C'est la débâcle. Tous les moyens de transport sont bons pour éviter les combats. Camions, vélos et même voitures à cheval. Le 6 septembre 1944, 3 mois après leur parachutage, les commandos français entrent dans Bourges, suivis par les FFI. Pour les SAS, c'est une nouvelle ovation. Enfin, la ville est libérée et la population est en liesse. Les SAS progressent rapidement devant les troupes alliées. Leur succès s'enchaîne. Mais le 11 novembre 1944, ils font une pause exceptionnelle dans leurs opérations. Ils sont invités à défiler à Paris sur les Champs-Élysées par le général de Gaulle.
Le patron de la France libre tient à honorer ces parachutistes qui ont joué un rôle déterminant dans la libération de la France. L'allié de la première heure, le Premier ministre britannique Winston Churchill, est également présent pour saluer les SAS. On a été très applaudis par les Parisiens, avec le général de Gaulle très fier de ses troupes. Bourgoin en tête et le drapeau. Nous, avec nos bérets rouges, c'était la surprise. Ils n'avaient jamais vu de parachutiste. Alors la foule a été très enthousiaste. Même ceux qui criaient « Vive Pétain la veille », criaient « Vive la France, vive De Gaulle, vive les parachutistes ». Mais ce jour-là, la joie d'Achille et de ses frères d'armes est teintée de tristesse. Nous pensions à nos copains qui ne défilaient pas, qui étaient restés, qui sont tombés en cours de route. Ça nous a un peu empêchés de nous sentir triomphants. Et pour les SAS, la guerre n'est pas terminée. Aussitôt après le défilé, ils repartent au combat. Opération en Belgique dans la bataille des Ardennes, libération des Pays-Bas en avril 1945, les commandos parachutistes poursuivent les Allemands jusqu'à la victoire finale, le 8 mai 1945. Les SAS français ont payé un lourd tribut à la guerre, avec près de 200 morts en mission et plus de 500 blessés. Mais à eux seuls, ils ont fait plus de 20 000 prisonniers allemands et détruit des centaines d'objectifs. Aujourd'hui, leur histoire se poursuit. Les hommes du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine ont repris le flambeau. Stationné à Bayonne, le 1er RPIMA appartient aux forces spéciales françaises. C'est pourquoi vous ne verrez pas le visage de ces hommes. Chaque année, à Sensey, en Bourgogne, les jeunes et les anciens commémorent le souvenir des SAS français, britanniques et belges tués pendant la guerre. Achille Muller les accompagne. Je suis le parrain du 1er RPIMA et leur formation, leur esprit, leur façon d'agir, leur façon de faire en opération, c'est exactement ce que nous faisions. Ils sont vraiment nos dignes successeurs. Et un défaut, soi-disant, selon les philosophes, ils n'ont pas peur. Comme les anciens, ces jeunes parachutistes d'élite sont capables d'accomplir des exploits dans les airs comme sur la terre. C'est aussi pour nous l'occasion de leur montrer que leurs capacités, leur savoir-faire ne sont pas perdus et que l'esprit SAS demeure encore. Qui ose gagne. Les jeunes ont repris la devise de leurs anciens et le colonel qui commande le 1er RPIMA s'inspire de cet héritage. Lorsqu'on est avec eux, même avec les plus jeunes qui ont 20 ans, en fait on se retrouve. Donc j'aime à dire ça assez souvent, que dans les regards, dans les mots, dans les façons de faire, il n'y a pas vraiment de décalage. Parce que dans le type d'opération, dans ses engagements, dans la profondeur, etc., il y a des invariants à travers le temps. Comme leurs anciens, les SAS d'aujourd'hui opèrent au milieu des ennemis. En Afghanistan, Libye, Mali, Syrie, Irak, les zones les plus dangereuses de la planète. Après plus de 75 ans, l'esprit des premiers parachutistes SAS demeure. Derrière ces visages méconnus, une détermination sans faille, de l'audace et un courage exceptionnel.